Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Un historien, un observateur averti qui réfléchit sur les sujets qui agitent le monde. Mamadou Diouf, bonjour. Et encore une fois, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, professeur Mamadou Diouf, Dakar abrite ces derniers jours beaucoup de rencontres internationales. J'en cite 3. Le Forum mondial de l'eau, les ateliers de la pensée, mais également le colloque Global Africa Recherche. Lors de ces rencontres, pour ne citer que Global Africa Recherche, elles se sont absentées, les autorités concernées de ces rencontres internationales. Qu'est-ce que cela vous inspire que des rencontres de cette nature, oui, marquent justement l'absence de ces autorités? Je vous remercie pour cette question qui est effectivement une question importante et qui renvoie à plusieurs ordres de réalité, si vous voulez. Le premier, c'est le fait que Dakar a conservé son statut de ville de rencontre. Et ça, si vous voulez, c'est une longue histoire dans laquelle, disons, les hommes politiques sénégalais, mais les intellectuels sénégalais ont aussi joué un rôle. Et ce rôle, c'est d'avoir fait, si vous voulez, de leur espace urbain un espace de dialogue, ce que Senghor disait. Le Sénégal est le pays du dialogue. Donc ce sont des discussions intellectuelles, ce sont des discussions politiques, ce sont aussi des discussions pratiques de politique, sur la question des infrastructures, la question de l'eau, etc. Donc ça, c'est une marque distinctive, si vous voulez, du Sénégal et de Dakar. Mais donc cette tradition d'échange. Oui, qu'il n'y ait pas de représentants des autorités concernées comme ceux qui doivent éclairer le président de la République sur des questions de développement. Oui, mais ça aussi, c'est lié au fait que l'espace dans lequel, si vous voulez, ces rencontres sont organisées, cet espace a commencé à se restreindre depuis très longtemps. C'est-à-dire, il n'y a plus d'abord un rôle qui est un rôle de stimulation de l'État, d'une part. D'autre part aussi, la multiplication des universités a fait une dispersion telle que, par exemple, pour la rencontre à laquelle vous avez fait allusion, la rencontre de Saint-Louis, c'est pas seulement l'absence des autorités. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Oui, absolument. Mais il y a aussi, j'ai constaté qu'il y avait une absence aussi des universitaires de Dakar et des universitaires des autres régions. Je pense en dehors des recteurs. Donc l'espace, si vous voulez, c'est un espace qui s'est restreint. La deuxième chose aussi, c'est le fait que les transformations qui ont eu lieu, si vous voulez, très rapidement depuis le départ de Senghor et l'avènement de la technocratie, dont la validation est liée à un rejet de ce qu'on a appelé cette empreinte intellectuelle senghorienne. Vous vous rappelez, Senghor disait la culture est au début et à la fin du développement. La technocratie a mis en avant la bureaucratie, une bureaucratisation contre la réflexion continue. Oui, c'est important de l'analyser sous l'angle des différents présidents. En tant qu'historien, Mamadou Diouf, Macky Sall est le 4e président du Sénégal après Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Parlez-nous de leur relation avec les universités. Y a-t-il eu incompréhension entre le rôle que jouent les universités dans la marche du pays et les politiques qui le gouvernent? En fait, les relations entre universitaires et le pouvoir politique sont des relations complexes, sont des relations difficiles et sont des relations ambiguës. Et on peut voir très clairement l'évolution de ces relations. Si vous prenez le début du mouvement nationaliste, le début de la construction de l'État sénégalais,
les universitaires sont présents dans l'espace public. Ils sont les principaux animateurs de l'espace public. C'était beaucoup plus sous Senghor. Même avant Senghor, Oui. c'est-à-dire Senghor fait partie de ce... Mais si vous regardez le paysage politique sénégalais, ce paysage est dominé par les universitaires qui sont des politiciens. Il y a Senghor, il y a Abdoulaye Ly, il y a Hassan Seck, il y a Amadou Mahtar Mbow, et je ne cite, mais il y a François Dieng, les Iba Der Thiam, les Iba Der Thiam, les Bathily, Savané, entre autres. ouais, les Mamouché Diagne. Et ce qui est intéressant, c'est Moupate Gueye, ouais. C'est une longue période et une présence très importante. Et cette présence est une présence où, si vous voulez, de travailler ensemble ou d'affrontement. C'est-à-dire autant les animateurs du pouvoir que les animateurs de l'opposition sont des universitaires. Et ces universitaires, si vous voulez, sont ceux qui tracent la vision. Et on voit en fait que les générations qui se suivent sont effectivement des générations où les universitaires jouent un rôle. Et le grand moment, c'est vrai, c'est en fait les mandats de Senghor, entre 1960 et 1980. Ces 20 ans sont marqués durant cette époque. Par la suite, on a senti un effritement justement dans les relations jusqu'à ce qu'on en arrive là où nous sommes aujourd'hui. Oui, vous savez, quelquefois, je m'amuse à dire que Senghor a dirigé ce pays par l'ouverture tous les 5 ou 10 ans d'un débat, et un débat intellectuel, et d'amener les intellectuels sénégalais, les universitaires en particulier. J'ai parlé d'Eliman Khan, j'ai parlé de Major Diouf, on a parlé d'Abdoulaye Bathily, on a parlé de Iba Der Thiam à différentes périodes, des gens qui se sont toujours affrontés à Senghor, et des gens qui se sont affrontés à Senghor l'ont rallié, ont essayé d'ouvrir plus largement sa vision. Donc ces éléments ont constitué un espace et un terreau qui est le terreau d'un débat qui est resté un débat intellectuel, avec des affrontements sur des questions aussi bien théoriques que des questions qui sont des questions pratique. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont joué le rôle moteur. Et on le voit très bien quand Cheikh Anta intervient à partir des années de l'ouverture démocratique de manière beaucoup plus systématique sur le champ politique et la création du Rassemblement national démocratique. On a un débat nouveau. Sembène aussi est là, il n'est pas universitaire. Et ces débats sont des débats qui sont à la fois des débats intellectuels, sur le plan mais des culturel débats également. politiques. Sur le plan culturel, il y avait beaucoup d'hommes de la culture qui se manifestaient et participaient à ce débat. Mais absolument, parce que la configuration de l'espace politique sénégalais était une configuration dans laquelle les idées jouaient un rôle très important. C'est probablement ce qui a soutenu une culture démocratique, et cette culture démocratique dans laquelle il y a autant un débat des élites, qui sont des élites qui sont formées à l'école, aux écoles européennes, que les élites qui sont formées dans les écoles coraniques et la religion. Ces débats se sont rencontrés pour créer effectivement ce terreau qui est probablement le terreau de ce qu'on pourrait appeler, ce que, disons, un politiste anglais, Donald Cruz O'Brien, a appelé l'histoire réussie de la démocratie sénégalaise. Mais justement, cette vitalité démocratique qu'on connaissait avec un débat, une contradiction, nous amène à nous poser la question suivante. Finalement, qui est devenu l'intellectuel sénégalais? Vous savez, il y a plusieurs années, Sud Quotidien a publié un dossier. Et ce dossier, je pense qu'il était
dirigée par Vieux Savané s'appelait la panne des intellectuels. Et à ce dossier, en fait, j'ai écrit, en réagissant à ce dossier, un papier sur les intellectuels sénégalais, entre la citoyenneté et l'expertise. Et si vous voulez, le débat que j'engageais avec Vieux Savané, c'était de dire, probablement ce qu'on appelle la panne des intellectuels sénégalais, c'est qu'on ne regardait pas là où ces intellectuels étaient. Et c'est probablement l'une des grandes transformations qui est esquissée, qui est amorcée à la fin des années 90 avec l'ouverture démocratique et son accélération dans les années 80-90. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est que les intellectuels sénégalais, ce dont on a parlé tout à l'heure, les premières générations sont des générations qui sont très politiques et qui sont dans le jeu dans politique. Le bon sens du terme. Non, c'est-à-dire que je ne juge pas. C'est-à-dire que l'engagement politique est parfois ce qui soutient, si vous voulez, leur dimension, leur épaisseur intellectuelle. Si on le voit, c'est Senghor, c'est Cheikh Anta, c'est Ablaïli, c'est Amadou Makhtar Mbow, c'est Hassan Seck. Au moins, il y a un contenu. Non, je ne juge pas. Je veux dire que leur engagement politique est un engagement politique qui va avec leur expertise. Et ce jeu politique est un jeu politique et intellectuel en couple, si vous voulez. Oui. Et ce qui va se passer, notamment avec le départ de Senghor, avec l'arrivée des technocrates, et le fait que les universitaires sont de plus en plus présents. Si vous regardez les élections de 88, il y a un nombre extraordinaire de candidats de la faculté de lettres et sciences humaines. C'est-à-dire qu'on assiste plus ou moins à un découplement de l'engagement intellectuel par rapport à l'engagement politique. Et en fait, apparaît une génération d'intellectuels sénégalais qui ne sont pas nécessairement engagés dans les jeux politiques, mais qui publient beaucoup comme universitaires. Et il y a une multiplication des publications, il y a un engagement beaucoup plus institutionnel et académique que l'engagement de la première génération, pour des raisons différentes. Oui, donc, mais justement, de nous expliquer ces raisons, ce découplement, qu'est-ce qui l'explique et le justifie pour vous? C'est qu'il y a une génération qui probablement ne s'identifie plus à l'espace public. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas engagés politiquement, mais ils sont visibles beaucoup plus comme des universitaires qu'ils ne sont visibles comme des politiques. C'est-à-dire que ce qui est plus important pour eux, c'est le jeu, qui est le jeu universitaire, si vous voulez. Et c'est difficile d'observer les deux, d'être universitaire et de pouvoir s'engager en politique. Il y a quand même une ligne de démarcation à ne pas rater. Il y a une réconciliation à faire. C'est-à-dire quand j'agis comme un historien et que je contribue au débat politique, je ne dois pas mettre en avant ma position partisane pour influencer ma démarche académique. Mais ma démarche académique ne doit pas nécessairement fonder mon engagement politique. Ce que je dois dire, c'est que les deux engagements doivent être présents, doivent être fortes et doivent permettre effectivement, quand je prends une position partisane, de dire que je prends une position partisane. Mais quand j'ai une opinion informée d'historien, que je sois capable d'amener, c'est ça que j'appelle le principe de la délibération, d'amener les gens à discuter. Et ce principe de la délibération informe la délibération politique. C'est-à-dire, il faut que les gens aient une opinion informée
pour être capable de délibérer, de discuter et d'avoir effectivement et de fonder des leurs positions. convictions, de fonder leurs convictions. Absolument. Alors, dans les pays, professeur Mamoudou Diouf, dans les pays comme les USA, les États-Unis d'Amérique, que vous connaissez si bien, les autorités sont très attentives à ce qui se passe dans les universités. Ce bouillonnement intellectuel, tout le contraire de chez nous, finalement. Mais parce que les universités américaines sont des universités, la plupart des gens ne savent pas, sont des universités publiques. Et dans certains États, moi, l'État où j'ai commencé ma carrière, il y avait plus d'une dizaine d'universités publiques. Mais comme au Sénégal, pour l'essentiel. Les grandes universités, c'est des universités publiques aussi. C'est vrai, mais ce que je veux dire, les universités publiques participent des institutions dans les États. C'est-à-dire, ça, c'est des universités publiques d'État, et bien sûr, il y a des universités privées aussi. Mais ce que ça fait, c'est que ce sont des universités qui permettent de former la population, les jeunes d'un État précis, mais c'est aussi des universités qui s'investissent dans des questions précises. Et leur investissement dans les questions précises, c'est à la fois des demandes de l'État, des programmes étatiques, mais c'est aussi des programmes qui sont des programmes menés parce qu'il y a des financements d'individuels. Il y a des financements qui sont des financements, disons, de firmes industrielles ou de firmes commerciales. Là, ce qui est propre aux États-Unis ne l'est pas chez nous. Non, mais parce qu'on a aussi une culture universitaire qui est une culture universitaire francophone, qui est beaucoup plus une culture théorique. Parce que si vous prenez les universités françaises, pendant longtemps, en fait, il y a les écoles qui sont les écoles professionnelles, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce hors des universités. Et il y a des universités qui sont beaucoup plus engagées dans des questions qui sont des questions, si vous voulez, plus larges, des questions de recherche beaucoup plus théoriques, etc. Dans les universités américaines, en fait, il y a des programmes qui sont directement financés par des individus ou par des firmes. À ce niveau, nos universités nécessitent des réformes profondes pour comprendre leur mission, leurs trois missions. Mais c'est surtout à la fois en termes de structure, en termes de nombre d'étudiants, en termes de compréhension des demandes qui sont des demandes d'emploi, en termes de conception. Aujourd'hui, on a des universités qui ne sont plus adaptées à l'environnement dans lequel en fait, elles se trouvent avec une pression démographique énorme et une impossibilité, effectivement, non seulement d'avoir des années universitaires normales, mais aussi de former des étudiants, disons, de la manière la meilleure possible, parce qu'elles sont... Disons, elles n'ont pas de budget de recherche, elles n'ont pas de budget de documentation, il n'y a pas le nombre, disons, approprié d'enseignants. Il y a des calendriers universitaires sont des calendriers instables et surtout, il n'y a pas le financement nécessaire. Et il n'y a pas une vision d'ensemble. Une vision d'ensemble, l'absence de vision d'ensemble. Si on n'est pas proche quand même de ce bouillonnement intellectuel universitaire, il serait difficile d'observer cette volonté politique, ne serait-ce que pour mettre l'accent sur la recherche au niveau de ces différents temples de savoir. Professeur Mamoudou Diouf, effectivement, la perspective, elle se dessine. Je veux parler de ces élections législatives. On dirait on n'en finit jamais avec les élections. Je veux parler de cette prédominance du débat politique. Est-ce une spécificité sénégalaise finalement? Je ne pense pas que cela soit une spécificité sénégalaise. C'est plutôt quelque chose qui semble être dominant dans les pays africains. Et la raison est une raison simple en fait. C'est que le pouvoir politique détermine le succès économique ou non
de communautés et d'individus. C'est l'État qui pourvoit l'accès aux richesses. L'accès au pouvoir est traduit par l'accès à la richesse, l'accès aux biens, l'accès aux honneurs, etc., etc. Ce qui fait que la bataille pour le pouvoir est devenue effectivement la règle. On parlait d'universitaires, c'est ce qui fait que dans les 20 dernières années, le nombre d'universitaires qui sont maintenant engagés directement dans la politique, alors qu'ils pouvaient servir la politique sans être engagés dans le jeu politique, a considérablement changé. Et que les universitaires, quand ils entrent dans le pouvoir politique, en général perdent cette qualité critique qu'ils avaient. Et ça, c'est aussi un problème. Et la plupart d'entre eux, quand ils sortent du pouvoir, quand ils ne sont plus ministres, en général, ils ne retournent pas. Il y en a très peu. Il y en a quelques-uns qui ont joué un rôle important, qui sont constamment revenus en politique. Je donnerai 2 exemples, ce n'est pas limité à eux. C'est Iba Der Thiam et Ablaye Bathily. Oui. Il y a aussi Eliman Khan qui est retourné. Donc l'intérêt, si vous voulez, c'est ça. Et c'est ça qui fait que le jeu politique est devenu le mécanisme déterminant pour accéder à des positions plus élevées, pour accéder aux ressources et pour jouer un rôle comme agent de redistribution du pouvoir. Et c'est pour ça que l'engagement politique, le nombre de partis politiques est plutôt non pas le signe d'une politisation des communautés africaines, mais c'est le signe de l'engagement individuel pour la réussite individuelle. Donc on crée un parti pour se promouvoir. Et ici, réussite individuelle est synonyme d'enrichissement. Absolument, accès aux ressources. Donc, si vous voulez, c'est ça qui explique le nombre extraordinaire de partis politiques, le nombre extraordinaire de mouvements de soutien, mais aussi la concentration du pouvoir avec le chef de l'État. Cette forte concentration. Absolument, et qui fait qu'effectivement, ce à quoi on assiste, c'est que la présidence devient à la fois une direction administrative, une direction managériale, une direction de redistribution de ressources et une direction de contrôle des structures administratives, des structures économiques et des structures politiques. Il y a très longtemps, vous vous souvenez, un secrétaire général de la présidence de la République a dit les chefs des organisations publiques et parapubliques, des sociétés publiques et parapubliques sont au service du chef de l'État. Pas au service de l'État, mais au service du chef de l'État. Et c'est ça qui explique que créer un parti et la sissiparité des partis qui existent et leur segmentation continue sont effectivement l'expression des batailles qui sont des batailles pour la satisfaction d'ambitions individuelles. Vous l'avez dit, des batailles, des combats sur l'échiquier politique. Est-ce que cette période annonce déjà un contentieux préélectoral, déjà sur la question du parrainage? Oui, sur la question du parrainage qui divise la classe politique, l'opposition fustige et dénonce le non-respect de la décision de la CEDEAO qui avait demandé de surseoir à cette décision. Alors pour d'autres, le filtrage est nécessaire pour éviter un surplus de candidatures. Comment trancher une telle problématique? On peut trancher une telle problématique en amenant tout le monde autour des tables et en discutant sereinement de la signification du parrainage. Est-ce qu'il est nécessaire? Je ne pense pas qu'on puisse justifier le parrainage en disant que ça permet de filtrer et de limiter le nombre de candidats. Il y en a trop? Qu'est-ce que ça veut dire, il y en a trop dans un système démocratique de suffrage universel où tout citoyen a le droit, non seulement un électeur, mais a le droit d'être éligible selon des circonstances précises. Mais ça nécessite une régulation aussi. Oui, mais le parrainage est une réponse
adoptée par le régime au pouvoir pour régler ses propres problèmes, pas pour assurer, vous voyez ce que je veux dire, pour assurer, si vous voulez, un système transparent, un système où effectivement la compétition est régie par des règles précises. Et il est possible effectivement de décider de limiter le nombre de candidats, mais il faut que ça soit fait de manière consensuelle et de manière délibérative. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si l'opposition aujourd'hui est en train de se battre pour éviter le parrainage, c'est qu'ils se rendent bien compte que le parrainage, quand cela émerge au moment des élections présidentielles, a été un mécanisme pour l'APR et le président de la République de pouvoir limiter de manière drastique à leur profit, disons, les élections présidentielles. Et dernière chose, si en fait des institutions régionales ont pris position pour dire que en fait elles ne sont pas convaincues, si vous voulez, du caractère démocratique du parrainage, j'estime que effectivement cela signale la nécessité de se retrouver et d'en discuter et de trouver une solution consensuelle. On ne peut pas imposer, si vous voulez, une règle à tout un groupe en disant qu'on a raison par rapport à eux, alors que ce groupe a des arguments. Vous avez des arguments, mettez-vous autour d'une table. Argument contre argument pour que débouche une solution consensuelle. Absolument. Telle est votre position. Ouais. Oui, professeur Mamadou Diouf, aujourd'hui, du point de vue des dossiers politiques, sur le plan judiciaire, je parlais de ces 4 dossiers tels que celui de Barthélémy Diaz, de Khalifa Sall, de Karim Wade, mais également d'Ousmane Sonko. Dites-nous, que se passera-t-il si ces 4 dossiers, ces 4 candidats, justement, sont disqualifiés pour ces prochaines législatives? Que se passera-t-il? Cela va créer une situation extrêmement difficile qui pourrait être une situation extrêmement violente. Parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, au Sénégal depuis 1960, une tradition qui est une tradition de contestation violente. Quand en fait une partie de la population considère qu'elle est marginalisée, qu'elle est maltraitée par le système et qu'elle ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas quand même aujourd'hui mettre au banc de la société et des élections, disons, les hommes politiques qui sont les hommes politiques les plus représentatifs de l'opposition sénégalaise. C'est-à-dire qu'avoir des élections dans ce pays sans avoir tous ces hommes comme candidats, ou certains d'entre eux, ne peut pas être le signe d'élections libres, transparentes et démocratiques, d'une part. D'autre part, il n'est quand même pas possible d'accepter que la loi, le système judiciaire soit l'instrument de la lutte, utilisé pour la lutte politique et de sortir du jeu politique des rivaux en les utilisant. On est déjà passé par là avec Khalifa Sall lors des dernières élections. On est passé par là avec Karim Wade. Sonko risque d'avoir le même sort. Donc on se trouve quand même dans un système dans lequel en fait la loi devient l'instrument par lequel en fait les opposants et les rivaux politiques sont éliminés. Oui, le cas d'Ousmane Sonko, parlons-en. Le chef de l'opposition aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Comment l'historien que vous êtes analyseriez-vous le cas Sonko, chef de l'opposition et en même temps maire de Ziguinchor?
Je pense que ce qui s'est passé, et en fait, l'élection à la mairie de Ziguinchor est une consécration de la démarche politique de Sonko. En quoi? Parce que, en fait, si vous regardez ce qui s'est passé, là aussi, si on commence à 1988 jusqu'à aujourd'hui, la confrontation a toujours été une confrontation, si vous voulez, entre blocs. Le bloc autour du Parti socialiste, le bloc de l'opposition autour du PDS, avec dans l'opposition deux pôles, le pôle libéral, Wade, et si vous voulez, le pôle de gauche. Et ce pôle de gauche qui a animé la vie politique de ce pays, qui a joué un rôle considérable, en fait, dans les mobilisations qui ont formé une conscience politique, ce pôle de gauche n'a jamais eu, si vous voulez, une épaisseur électorale qui lui permettait effectivement de porter l'alternance politique. Elle a rejoint Wade et Wade a créé cette alternance parce que Wade a été capable de politiser l'opposition sénégalaise, de la mettre en conformité avec la société sénégalaise, de parler le langage qui est le langage de la population. Et son utilisation, si vous vous rappelez du Wolof, son utilisation des formules et des métaphores et une respiration politique qui était une respiration politique populaire, que les gens ont parlé démagogique ou tout ce qu'on veut, a permis à Wade, disons, d'arriver au pouvoir. Alors, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que sa présence au pouvoir et le délitement de sa coalition a entraîné plusieurs positions et a fait émerger un nouveau discours. C'est ce discours qu'ont porté les jeunes et qui était, si vous voulez, l'une des grandes expressions, c'était Y'en a marre. Et il y a une prise de conscience. Et c'est ce que j'appelle encore une politisation. Cette politisation a permis effectivement aux Sénégalais de défaire Wade et d'amener Macky Sall au pouvoir. Et ce qui arrive, c'est que probablement l'espoir et la transformation de la première à la deuxième alternance n'ont pas porté les fruits. Il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu en particulier la mise en place de ce régime qu'annonçaient les assises. Malgré les tentatives. Absolument. Oui. Et progressivement, à cause des alliances, des coalitions, la gauche a disparu de la scène politique. C'est le cas? Ah oui, la gauche n'existe plus. Ou elle n'a plus de... cette aura d'antan. Oui. Et ça, on le voit, certains malheureusement, ces leaders sont décédés, d'autres, en fait, se sont retirés, mais c'est à quoi on assiste. C'est une gauche qui, dans la plupart des cas, a rejoint la coalition de Benno et n'arrive plus à s'exprimer d'une manière beaucoup plus ouverte. Elle est plutôt un appendice du pouvoir en place. Et ça a ouvert l'espace à des formes d'intervention politique qui ne sont plus idéologiques ou idéologisées. Ça a sorti en place aussi, ça a mis en valeur un discours politique qui est effectivement influencé par l'islam. Mais ce n'est ni un islam violent, mais c'est une intervention qui pense que, en fait, la crise morale est beaucoup plus importante que la crise politique et qu'il faut une refondation morale. Et dans cette refondation morale, l'islam peut jouer un rôle. Mais ce n'est pas l'islam confrérique. Il y a un jeune Sénégalais anthropologue qui a écrit un très très bon livre sur ce qu'il appelle l'islam de la rue. C'est-à-dire cet islam qui informe, disons, les jeunes. Et qui permet à ces jeunes de formuler un discours politique. Et je pense que c'est ça qui fait la force de Sonko. Sonko a deux formules
en termes d'intervention. Si vous voulez une formule que j'appellerais islamo-populaire, qui est une manière de renvoyer à des codes moraux, qui sont des codes moraux influencés par l'islam, mais aussi de parler un discours qui touche les jeunes. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non avec lui, Sonko mobilise surtout les jeunes, et ces jeunes sont la majorité. Pourquoi il les mobilise? Parce qu'il sait leur parler. Il sait non seulement leur parler, mais il s'habille à peu près comme eux maintenant. Surtout ces jeunes qui constituent cette, tu vois, cette classe de gens qui sont fonctionnaires, etc. Et la troisième chose qui fait la force de Sonko, c'est que sa critique du pouvoir est une critique qui est nourrie par une connaissance approfondie de l'administration sénégalaise, en particulier de l'administration financière et des impôts. Mamadou Diouf, finalement, l'affaire Sweet Beauté ne risque-t-elle pas de constituer contre Ousmane Sonko une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête qui serait en faveur du gouvernement? En fait, c'est très difficile à dire. C'est vrai. Si vous vous rappelez, il y a eu 2 phases dans la construction de Sonko. Sonko est le produit des maladresses du pouvoir. Il a eu cette épaisseur parce qu'ils ont commencé à en faire l'ennemi principal. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les premiers moments où Sonko apparaît et est attaqué, effectivement, ce qui est visé, c'est 2 choses. La première chose, sont les manifestations qui fondent, si vous voulez, sa présence dans l'espace public. Ce sont des codes moraux religieux. Donc on va l'accuser d'être un salafiste. Il a 2 femmes, ce que je lis, et que ces 2 femmes se couvrent, donc sont voilées. Donc c'est ces 2 choses. Donc on a d'abord commencé à dire c'est un salafiste. Ensuite on a dit il est anti-confrérique. Il a joué un rôle en retournant les 2 arguments. Mais sur cet épisode, Diouf avait été attaqué de la sorte contre vraiment les confréries. Macky Sall également a été attaqué. Est-ce que c'est cela qui suit nos opposants finalement, cette démarche d'être attaqué contre les confréries? Mais c'est que le problème, c'est que ça ne marche plus. Contrairement à ce qu'on croit, les confréries sont toujours aussi importantes du point de vue social, du point de vue culturel, du point de vue religieux. Mais du point de vue politique, elles ont perdu leurs assises. Et c'est pour ça que je parlais du livre d'Abdrahman Seck. Comment cet islam, qui est un islam de la rue, qui est un islam populaire, ne renvoie pas nécessairement, même si les gens sont des adeptes des confréries, leur pratique politique ne renvoie plus nécessairement à cela. Mais aussi c'est parce qu'une partie de ce groupe que j'appelais les marabouts mondains se sont lancés la plupart du temps directement dans la politique, donc on n'assiste plus à, si vous voulez, à des directives qui sont des directives confrériques. Donc, mais ce qui était intéressant, c'est que les hommes politiques continuent, y compris Sonko, continuent à croire à la centralité des confréries, alors que cette puissance qui est restée sociale, qui est restée culturelle et religieuse, n'est plus nécessairement, n'a plus d'impact politique. Mais il y a un discours et des codes religieux qui sont. Ce qui fait que quand ça n'a pas marché, parce que Sonko est arrivé, comme la plupart des adeptes, y compris salafistes, à reconnecter avec les marabouts confrériques, il fallait trouver quelque chose. Trouver quelque chose, c'est de dire, malgré ses références religieuses et islamiques, il n'est pas aussi musulman que cela. Il a des pratiques qui contredisent ses valeurs. Et ces pratiques, c'est montré qu'effectivement, avec cette accusation de viol qu'il est arrivé. Mais là aussi, ce à quoi on assiste, c'est qu'on peut lire cela. Je ne sais pas, il est difficile, on verra si c'est vrai ou c'est faux, mais ce qui est le plus important, c'est que en fait,
ça semble être une tactique utilisée pour le pouvoir pour discréditer les oppositions. Et la tactique, elle n'est pas politique, elle est plutôt l'utilisation de la loi, l'utilisation des accusations. Alors que ce qu'il faut aujourd'hui au Sénégal, c'est un jeu politique ouvert, un jeu politique transparent où les confrontations politiques se limitent sur le terrain politique. Ouais. Et non en fait sur le terrain des mœurs, etc. Même si on peut utiliser effectivement les accusations dans le jeu politique, les accusations contre des prétentions de bonnes mœurs qui ne le sont pas, on ne peut pas quand même continuer à utiliser l'appareil judiciaire pour éliminer ses rivaux, ce qui a été le cas pour deux des rivaux du président et qui risque d'être le cas, pour risquer d'être le cas pour un troisième. Barthélémy Diaz. Et Barthélémy Diaz, justement. Oui, alors justement, venons-en et parlons-en. Ces législatives, finalement, quel enjeu sont-elles déjà en train de définir toute une nouvelle configuration de la classe politique? Absolument, parce que en fait, les élections locales ont déjà commencé à le faire. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'on se trouve toujours devant cette énigme du troisième mandat. Et cette énigme du troisième mandat est en train d'avoir un impact considérable sur, en fait, la vie politique sénégalaise. C'est tout à fait clair que les résultats des élections expriment pas seulement des choix de candidats qui étaient en lice, mais ça exprime aussi une réaction contre le troisième mandat. Et le signal qui a été donné est un signal qui semble dire clairement qu'il ne faudrait pas que le président ait un troisième mandat. Mais en gardant le silence, il accentue la crise. Deuxième chose importante, on en a parlé il y a longtemps. Si vous vous rappelez, je disais que ce que j'ai toujours trouvé extraordinaire, c'est que le président a fait toute une campagne électorale pour être réélu. Il n'a jamais dit qu'il allait supprimer le poste de Premier ministre. Et dès qu'il a été élu, il a supprimé ce poste de Premier ministre. Et ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait obtenir par cette suppression. Et il ne peut pas non plus faire revenir le poste. Il est incapable. Et ça va être un élément dans ce qui va se passer pour les élections législatives. Et la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition sait qu'elle peut gagner les élections législatives et imposer au président Sall, disons, une cohabitation. Et s'il y a cohabitation, il ne peut plus se représenter. Parce que c'est une bonne chose pour un pays en développement comme le nôtre, parce que la cohabitation, on sait ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut aussi entraîner comme conséquence malheureuse pour nos pays, le cas du Niger, on ne l'oublie pas. Oui, mais sauf que le Sénégal a un atout, qui est un atout très important. S'il y a une cohabitation, il y a une majorité à l'Assemblée nationale, elle peut réviser et ramener les conclusions des assises qui sont consensuelles. La majorité des Sénégalais veulent ça. C'est ça le basculement qui peut arriver. C'est-à-dire une cohabitation peut désormais aider à réviser de manière approfondie, si vous voulez, le régime politique sénégalais. Ce sera très disputé, ces législatifs pour vous? Absolument. Non, pour les deux groupes, l'opposition et le pouvoir, c'est effectivement une question presque de vie ou de mort publique. Alors, que viendrait faire le président Macky Sall dans ces élections, à supposer qu'il tenterait ou qu'il s'immisce dans ces élections? Il a deux gros problèmes aujourd'hui qu'il faudrait, il faudrait résoudre pour lui. Lesquels? Le premier, c'est d'avoir un vrai parti politique, l'APR, et de contenir
les luttes d'ambition à l'intérieur de son parti. Mais ça veut dire qu'entre aujourd'hui et les élections législatives, il faudra vraiment créer un vrai parti. Un parti où il y a la confrontation interne, où en fait, probablement les individualités les plus représentatives soient choisies pour le représenter, parce qu'on l'a vu avec les élections locales, dans certaines agglomérations, les dissidents ont été élus. Donc, est-ce qu'il est capable d'arrêter cette tradition sénégalaise qui fait du secrétaire général, disons, le personnage omnipotent qui décide de tout? Ou est-il capable de créer, si vous voulez, est-il capable de créer une dynamique qui est une dynamique démocratique dans son parti? La deuxième question, qui est une question importante, c'est qu'il va falloir qu'il dise s'il va être candidat ou non. Et l'intérêt de cette décision rendue publique, c'est de clarifier le jeu politique. Pour moi, je pense qu'il ne faudrait pas, et je ne pense même pas qu'il va le faire, qu'il va être candidat. Mais s'il n'est pas candidat, il y a une troisième interrogation, une troisième question qu'il va falloir affronter, c'est de laisser son parti bousculer, si vous voulez, par les ambitions multiples qui existent. Et ces ambitions multiples, c'est effectivement pas le choix, parce qu'on fait toujours cette erreur, c'est d'amener le parti à lui choisir un successeur, parce que c'est pas à lui de choisir le successeur. Alors, un enjeu démocratique, non au-delà de l'APR, c'est-à-dire la coalition présidentielle. Absolument, et ça entraînerait, si vous voulez, une alimentation de la culture démocratique sénégalaise. C'est pour ça que nous devons tous aussi soutenir une démocratisation de l'APR et l'ouverture à l'APR et dans tous les partis politiques d'ambition présidentielle. Oui, telle est la problématique à laquelle est confrontée l'APR. Les prochains jours, nous édifierons sur l'issue quand même de cette problématique. Parlons à présent, professeur Mamadou Diouf, invité d'objection, de la Casamance. La Casamance, l'armée sénégalaise passe à l'offensive, accélère le démantèlement des bases de Salif Sadio, vif ou mort, et en finir avec la rébellion. Quel est le regard de l'historien sur cette question? Je veux parler de cette situation en Casamance. Vous savez, quand on regarde l'histoire de la Casamance et des crises en Casamance, en particulier depuis 82, ça veut dire qu'on est en fait en train de faire face, on est en 2022, ça fait 40 ans. Oui. Et ce sont 40 ans de conflit où presque tous les 5 ans, si vous vous rappelez, on a cru, avec Diouf, l'arrivée du général Dieng, que la question allait être réglée. Après, Wade a passé ses campagnes électorales à dire, si vous me lisez, en moins de 2 mois, je règle le problème. La crise s'est amplifiée. Avec Macky Sall, on a des moments d'accalmie et des moments de crise. Donc, il est vrai que, disons, les approches ont été des approches qui, parfois, sont des approches guerrières, parfois sont des approches de négociation. Mais il est très clair que la phase actuelle est une nouvelle phase guerrière, où on se dit que ça va être la fin. Et surtout la fin du principal animateur, qui est Salif Sadio, parce que la plupart des autres animateurs sont rentrés dans une dynamique de paix. Mais c'est que la région a été complètement bouleversée. Et les violences sont devenues des violences qui ne sont pas uniquement limitées à une violence politique, disons d'inspiration politique, mais il y a une violence délinquante qui est aussi une violence très importante, les attaques contre les personnes et des biens qui sont des attaques de délinquants. Et si vous voulez, le débat, la manière dont, disons, les demandes politiques
couvre maintenant des pratiques qui sont vraiment des pratiques délinquantes, et avec aussi, disons, avec aussi, disons, les déplacés, etc., etc. Des villages qui sont entièrement détruits, des productions... Mais qu'est-ce qui a manqué? C'est la vision qui a manqué pour vraiment venir à bout de ce conflit. Et pourtant, à travers ces différents présidents, on a senti quand même des efforts réels pour mettre fin à la rébellion. Expliquez un peu cette trajectoire, comment cela s'est déroulé. Non, il y a eu des efforts réels. Et l'État s'est véritablement investi à essayer de régler les problèmes et des demandes qui sont des demandes réelles et légitimes des Casamançais. Il y a un préfet qui s'appelait le préfet Konaté qui a écrit un livre pour montrer ces investissements de l'État sénégalais et ces interventions. Donc il y a eu des efforts qui ont non seulement été faits, mais qui continuent d'être faits. Mais pourtant, ça ne règle pas la grande problématique qui est la problématique d'une insertion de cette région dans l'État sénégalais et d'un travail qui est un travail d'inclusion. Diamacoune en a beaucoup parlé et l'a beaucoup exprimé, et ce travail d'inclusion qui permet aussi de gérer une crise, et pour moi c'est peut-être la faute la plus importante, une crise qui n'est pas une crise régionale, c'est la crise la plus importante de l'État sénégalais, et qu'il faut traiter comme une crise nationale. C'est-à-dire qu'on a à la limite besoin si vous voulez, d'une conférence nationale sur la Casamance, mais cette conférence nationale ne parlerait pas seulement de la Casamance. Et pour moi, c'est, si vous voulez, quelque chose qui me tient à cœur en tant qu'historien, parce qu'on a hérité d'États tracés par les avancées des impérialismes européens. Et ces États ont créé des provinces qui sont des provinces qui ne s'adaptent pas à la réalité, si vous voulez, l'arrondissement, à la réalité historique et sociologique, mais aussi religieuse des populations. Mamadou Dia a posé déjà la question. Absolument. Quand Mamadou Dia a créé les 7 régions du Sénégal au moment de l'indépendance, vous savez, il y a eu entre 56 et 60 la production de ce qu'on a appelé les rapports du SINAM, qui s'occupait de la région du Nord, et du CERESA qui s'occupait de la région de Casamance, pour produire de nouvelles connaissances à partir desquelles une nouvelle géographie est créée. Et cette nouvelle géographie devrait être la géographie à partir de laquelle, comme disait Mamadou Dia, il y aurait une animation rurale qui créerait effectivement des espaces pertinents, des espaces qui portent la culture des populations, et à partir de cela, l'invention d'une administration, mais surtout d'une conscience, qui est une conscience qui est portée par les populations, qui n'est plus portée par l'administration telle que l'administration coloniale l'a fait. Et cette adaptation était essentielle pour recréer un tissu politique, pour recréer un tissu culturel, pour recréer un tissu économique qui participe de la mise en place d'un nouvel État. Et ce nouvel État pouvait effectivement être la base à partir de laquelle on recréerait des fédérations africaines. Pour moi, c'est ça qui aujourd'hui est le gros problème. Les grandes crises que nous traversons sont des crises qui sont liées à une histoire qui est une histoire coloniale. C'est la crise casamançaise, c'est la crise des mouvements ethnicistes, c'est la crise de la zone aujourd'hui du Sahel qui est la zone la plus sanglante, les 3 frontières. Il faut recréer les espaces politiques. En tenant compte des réalités.
culturel, social. Absolument. Abdoulaye Wade parlait de province déjà à son niveau. Et on était tous contre. Aujourd'hui, je me demande s'il n'était pas possible, effectivement, en repensant à la notion de province, à les réinventer. Oui. Ce n'est pas les reproduire, mais c'est les réinventer. Les réinventer pour pouvoir effectivement recréer des communautés qui sont des communautés pertinentes. Est-ce que capturer Salif Sadio signifierait la fin de la rébellion en Casamance? Je ne crois pas. Parce que les rébellions sont capables de trouver toujours, de trouver des chefs, de les remplacer. Parce que si on dit que capturer Salif Sadio, c'est la fin de la rébellion, ça veut dire que Salif Sadio est le noyau. Il a certainement des adjoints, il a certainement des gens avec qui s'allier. Donc, régler la question casamançaise ne peut pas se réduire uniquement à des opérations militaires. Et comment envisager la reconstruction? C'est de retrouver la paix, et retrouver la paix, responsabiliser les gens et en fait trouver des ressources pour aider les gens à se reconstruire. Mais c'est de retrouver la paix, et une paix, si vous voulez, durable, et une paix totale. Professeur, c'est la toute dernière question. D'une crise à une autre, je veux parler de cette crise ukrainienne. Oui, ces bombardements, sans être une guerre mondiale, cette crise déstabilise déjà le monde, l'Afrique, parlons-en. Là, on vous attend pour une réunion avec le secrétaire général des Nations Unies. L'Afrique et cette crise ukrainienne est-elle préparée? Comment devrait-elle s'organiser pour la perspective? J'espère que l'Afrique se prépare, et j'espère que nous, Sénégalais, on le comprend très bien, et nous, Sénégalais, on a une certaine responsabilité, parce que notre président est le président de l'Union africaine. De l'Union africaine dans cette conjoncture. Et si vous voulez, aujourd'hui, cette crise qui n'est pas une crise mondiale, une guerre mondiale, et je ne pense pas qu'elle va entraîner une guerre mondiale, mais c'est une crise qui va considérablement changer la géopolitique du monde. Et cette géopolitique du monde va, pour les années à venir, en fait se cristalliser en Europe. Est-ce que l'Afrique est préparée pour ne pas être marginalisée et pour participer à cette nouvelle reconfiguration du monde? C'est ça aujourd'hui la grande question. Oui. Et est-ce que l'Afrique est en train de faire l'état des lieux pour voir quelles vont être les conséquences politiques, les conséquences économiques, les conséquences militaires de la transformation, des transformations que nous sommes en train d'amorcer? C'est aujourd'hui effectivement la grande question qui se pose. Mais est-ce qu'on a les moyens de nous préparer? Et est-ce que c'est individuel ou collectif? C'est aujourd'hui un défi à relever. Un défi en termes de questionnement qui est laissé à l'appréciation des auditeurs. Ça a été encore une fois un plaisir de vous accueillir à Objection. Oui, il a été question d'essayer de comprendre ce qui se joue présentement et les mutations en cours dans un monde complexe. Merci encore une fois. Merci beaucoup de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, c'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand merci à l'équipe digitale à la tête. Alioune Badara Sorcier, Abdoulaye, au revoir et croisons les doigts pour notre équipe nationale pour la manche retour. Excellente suite et au revoir.